Certains des châtiments les plus brutaux de l'histoire proviennent de Chine. Au cœur du catalogue impitoyable des peines de l'Empire du Milieu se trouvaient jusqu'au XXe siècle les soi-disant 5 peines. Elles étaient radicales, irréversibles et brèves, et fonctionnaient comme des spectacles de violence publique soigneusement orchestrés, destinés à dissuader par leur cruauté. Dans cette vidéo, nous allons examiner comment la Chine a perfectionné l'art de la châtiment et comment ces 5 peines fonctionnaient exactement. Le livre des documents, l'un des plus anciens et importants documents de la Chine ancienne, rapporte que Huangdi, l'un des 5 empereurs mythiques, a adopté les 5 châtiments du clan San Miao dans sa quête d'un système pénal équitable. Bien que les origines des 5 châtiments se situent dans le domaine de la mythologie, il est clair qu'ils ont déjà été utilisés dans la Chine ancienne et qu'ils se sont développés au plus tard durant la période des royaumes combattants et au début de l'ère impériale pour former un système pénal très complexe, qui recouvrait quasiment tous les aspects de la vie quotidienne, allant de l'administration jusqu'à la cellule familiale. À l'origine, les 5 peines consistaient en le marquage corporel par tatouage, l'amputation du nez, l'amputation d'une oreille, d'une jambe ou même des 2 jambes, la castration et finalement la sentence ultime de la peine de mort. Avec le temps, les peines de mutilation se firent plus rares et furent abolies par l'empereur Han Wendi en 167 avant J.C. Abolies, ce qui était très controversé à sa cour, car on craignait que les autres punitions soient trop clémentes et que cela ne provoque le chaos. Enfin, en 220 après J.C., la castration a été abandonnée. Ainsi, bien que les 5 punitions restent très brutales, comme le dit le sinologue Klaus Mühlhahn, elles sont moins extrêmes, moins irréversibles et moins brefs. Pour compenser la suppression des mutilations, on a introduit les coups et le travail forcé. Cela a été considéré comme mieux adapté parce que les criminels, à moins d'être totalement défigurés, pouvaient se réintégrer dans la société et parce que les dirigeants de la Chine ont découvert les condamnés comme une main-d'œuvre bon marché. Les empereurs de la dynastie Tang firent finalement consigner tout le système pénal dans un code. C'était important, car dans la vision du monde chinoise, fortement influencée par les enseignements de Confucius depuis l'époque de la dynastie Shu, chaque infraction troublait l'équilibre du cosmos. C'était la responsabilité du souverain de rétablir cet équilibre et d'empêcher ainsi que le chaos et l'agitation ne prennent le dessus, car il était considéré, en vertu du mandat du ciel, comme l'unique représentant du pouvoir divin sur terre. Cela n'était pourtant possible que si les peines étaient justes et appropriées, afin qu'aucun nouveau déséquilibre ne se crée. C'est pourquoi, dans le code des Tang, chaque infraction était associée à une peine appropriée, laissant ainsi le moins d'espace possible aux erreurs humaines. Le code des Tang a marqué le droit chinois pour le reste de la période impériale. Tant les Ming que les Qing ont basé leur système juridique dessus. Dans sa toute dernière forme, qui a été utilisée jusqu'en 1911, les 5 châtiments consistaient en la punition par des coups de baguette, des coups de bâton, des travaux forcés, l'exil et enfin la peine de mort. Comme lieu pour l'exécution publique des peines, on choisissait généralement une place ou un grand carrefour. Il n'y avait ni échafaud ni mise en scène spectaculaire. Pour que tout se déroule le plus équitablement possible, l'exécution était minutieusement contrôlée par les autorités et la procédure judiciaire n'était conclue que lorsque, si l'accusé reconnaissait son acte. Pour arracher un tel aveu, on avait cependant fréquemment recours à la torture. Quiconque avouait immédiatement son acte recevait une peine plus clémente. Pour les 5 peines, il existait différentes gradations. Lors des coups de canne, le juge pouvait par exemple choisir et infliger entre 5 niveaux, pouvait ordonner jusqu'à 50 coups sur les fesses. Le travail forcé et le bannissement étaient souvent combinés avec des coups de bâton pour rendre la honte encore plus grande et accroître l'effet dissuasif. Quiconque était condamné aux travaux forcés devait effectuer un travail physique pénible que personne d'autre ne voulait faire. Les activités typiques comportaient la mine, la récolte du sel ou bien encore les travaux de construction. Les détenus, par exemple, ont accompli une grande partie des travaux de construction et d'entretien de la Grande Muraille de Chine. Même ceux qui étaient envoyés en exil devaient travailler. Loin de leur patrie, les condamnés étaient souvent affectés dans des zones frontalières dangereuses et sur des avant-postes militaires,
par exemple en Mandchourie, en Mongolie ou au Xinjiang. Là-bas, ils devaient accomplir des tâches physiquement éprouvantes et parfois dangereuses. En particulier durant la dynastie Qing, un exil militaire était fréquemment imposé, contraignant ainsi le condamné à effectuer son service dans les régions frontalières qui étaient les plus dangereuses. Si l'exilé démontrait une grande compétence dans ses fonctions, il avait la possibilité de se réhabiliter. Si, en revanche, il ne remplissait pas la performance exigée, il recevait une sanction supplémentaire. La peine la plus sévère était finalement la peine de mort. Les méthodes d'exécution habituelles étaient la décapitation et l'étranglement. La peine de mort était généralement exécutée à la session judiciaire suivante, laissant ainsi le temps de réexaminer le verdict. Toutes les condamnations à mort devaient être approuvées par un organe central à Pékin et personnellement par l'empereur. Ce n'est que pour des délits particulièrement graves que le malfaiteur était immédiatement exécuté. Dans de tels cas, d'autres méthodes d'exécution étaient parfois également employées, comme par exemple la célèbre mort des 1000 coupures. Cette redoutable peine, où le bourreau retirait morceau par morceau la chair du condamné, était strictement réservée aux crimes les plus atroces, comme la haute trahison, le parricide ou la mutilation d'une personne vivante. Ces délits graves étaient considérés comme faisant partie des 10 grands maux, les 10 infractions considérées comme étant la plus grave menace pour l'ensemble de la société. Pour les 3 premiers de ces délits, la peine de mort était expressément prévue. Pour ces actes, il était possible pour la justice de se retourner même contre les familles des coupables. Parce qu'on partait, par exemple, du principe qu'un complot ne pouvait pas se faire sans la complicité des proches, on étranglait dans ces cas-là aussi le père et les fils du condamné. Ses frères, grands-pères, concubines et les serviteurs restants ont été réduits en esclavage et toutes ses parentes ont été envoyées en exil. Le système pénal chinois était impitoyable, mais il n'était pas brutal de manière arbitraire. Il prenait en compte, par exemple, si un acte avait été commis intentionnellement et si l'auteur était responsable de ces actes. De plus, certains groupes étaient traités plus clément, par exemple les hauts nobles, les membres de la famille impériale et les personnes de plus de 90 ou 50 ans, les enfants de moins de 7 ans et les femmes. Les jeunes, les vieux et les handicapés étaient exemptés de punitions corporelles et de torture. Ils avaient la possibilité d'expier tous leurs crimes, sauf les plus graves, en procédant au paiement d'une amende. En soi, les amendes n'étaient pas considérées comme une punition et la prison servait seulement à loger les accusés en toute sécurité pendant qu'ils attendaient leur procès ou l'exécution de leur peine. À l'inverse, un juge pouvait alourdir la peine s'il trouvait celle prévue trop clémente. C'était par exemple souvent le cas pour les récidivistes. Une peine supplémentaire populaire de ce genre était le collier en bois, comme on l'appelait. Cette structure en blocs de bois lourds pesait généralement près de 15 kg et était placée autour du cou du criminel pendant des jours, des semaines et parfois même des mois. Le tatouage des bras et du visage est également resté comme peine complémentaire. Il était particulièrement utilisé pour les voleurs, les profanateurs de tombes et ceux qui avaient dû quitter leur exil. Lors de la première infraction, l'infraction était tatouée sur l'avant-bras droit, à la deuxième reprise sur le gauche et lors de la troisième fois sur le visage. Cela marquait le criminel de manière indélébile et l'excluait définitivement de la société. Lorsque le 12 février 1912, le dernier empereur de Chine, Aïchinjoro Puyi, abdiqua, cela marqua également la fin de l'époque des 5 châtiments. La République de Chine, qui venait tout juste d'être établie, a découvert d'autres méthodes, bien que parfois tout aussi brutales, pour maintenir la loi et l'ordre.